Qui dit fin du mois dit bilan lecture, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit état des lieux de ce que j'ai lu en août. Je suis assez contente de ce mois-ci puisque j'ai lu 9 romans et 3 BD, donc c'est quand même un assez bon mois. Alors tout d'abord, j'ai commencé le mois en lisant Quand nos os retourneront à la terre de Willy Schwab. C'est assez compliqué de raconter ce dont ça parle sans spoiler, donc en gros, on va suivre 3 femmes à des époques différentes. C'est un peu le même principe qu'a dit Larue, on va évoluer à travers les époques en suivant les personnages. Et c'est une histoire de vampire. Voilà. Je crois pas que je puisse en dire beaucoup plus parce que ça pourrait spoiler. C'est un peu comme a dit Larue, c'est un livre qu'il faut vraiment découvrir comme ça, sans en savoir trop. Bon, pour moi, c'est une déception ce livre. Je m'attendais à beaucoup aimer, j'avais beaucoup aimé Adi Larue. C'est le seul autre livre que j'ai lu de Willy Schwab, j'ai jamais rien lu d'autre. Mais j'avais beaucoup aimé Adi Larue et là c'était un peu la déception. Parce que je trouve que le synopsis était un peu prometteur. L'idée de base de suivre des femmes vampires, on n'a pas trop l'habitude de suivre des femmes vampires. Je suis en train de penser, mais je crois que j'ai jamais lu euh, d'autres livres avec des femmes en tant que vampires. Souvent, c'est quand même plutôt des histoires d'hommes. Donc ça me vendait un peu du rêve. Il y avait, en fait, j'ai eu envie de le lire parce que je suis tombée sur une publication Insta de Willy Schwab qui partageait un fan art de 2 personnages du livre et j'avais cru comprendre qu'il y avait une romance saphique entre 2 vampires, etc. Donc c'était ça qui m'avait donné envie. Ce qui est réussi, je trouve que l'ambiance, l'esthétique du livre est super réussie, comme dans Adi Larue, en fait. Je trouve que Willy Schwab écrit quand même bien et elle est assez douée pour mettre une ambiance. C'est des romans qui sont assez contemplatifs. Là, encore une fois, c'est un roman qui prend son temps. C'est quand même un roman qui est long, je sais pas, ouais, quasiment 800 pages. Donc ça prend son temps, hein. C'est vraiment lent. Les personnages sont assez intrigants. Il y a des espèces de petits revirements de situation auxquels on ne s'attend pas forcément, notamment par rapport à une des personnages, mais je peux pas dire son nom parce que ça serait un peu un spoil, je pense. Donc voilà, c'était prometteur sur le papier, mais je trouve que ça retombe un peu comme un soufflet. Le livre est quand même assez long. Il se passe pas grand chose, donc on attend, quoi. On est assez intrigué par ce qui va se passer, et en fait, à la fin, il se passe pas grand chose. C'est assez basique dans la manière dont le mythe du vampire est abordé. Moi, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait un petit truc en plus, un peu comme ce qu'elle a fait dans Adi Larue. Je trouve que ce qu'elle avait fait dans Adi Larue était assez original. Là, au final, c'est une vision du vampire assez basique, ça apporte rien de neuf, à part voilà, le fait que ce soit des femmes, ça c'est cool. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on ne suit que des femmes. Il y a quelques personnages masculins dans le livre, mais ils sont quasiment inutiles. Ou alors ils ont des tout petits arcs de développement, mais c'est pas les personnages centraux, donc ça c'est intéressant. Mais en gros, voilà, ça reste une histoire de vampire assez basique, il n'y a pas de truc en plus qui est apporté. Si c'est un truc qui peut vous intéresser, je pense qu'en automne c'est une bonne lecture d'automne. Maintenant voilà, je trouve que c'est beaucoup de promesses pour au final pas grand chose. Le livre est assez décevant. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. C'est pas mauvais, mais c'était pas non plus un livre dont je garderai un souvenir impérissable. J'ai lu après ça Still Beating, donc je l'ai lu en numérique, je l'ai pas avec moi, de Jennifer Hartman, je crois que c'est ça le nom de l'autrice que j'allais dire détesté, mais c'est peut-être un peu fort, mais je l'ai vraiment pas aimé. Pour l'histoire de Still Beating, c'est une dark romance, donc déjà c'est assez, voilà, c'est pas pour tout le monde. On suit 2 personnages, je ne me souviens plus des noms. Je crois que la fille s'appelle Cora, mais je ne suis pas sûre. Donc on suit 2 personnages qui vont être kidnappés par un homme qui va les mettre ensemble dans une espèce de cave de pièces. Et voilà, en gros, pour le pitch de base. C'est 2 personnes qui se font kidnapper, qui se retrouvent ensemble. Sachant que, donc c'est un jeune homme et une jeune femme, l'homme est le fiancé de la sœur de Cora. J'espère qu'elle s'appelle bien Cora et que je dis pas n'importe quoi. Mais voilà, le mec avec qui elle se retrouve dans cette pièce est le fiancé de sa sœur. Et je pense que c'est pas un spoil de dire, parce que de toute façon c'est vendu, c'est une dark romance. Donc à un moment il y a une romance. En fait, il va y avoir une romance qui va se développer entre les deux. J'ai pas du tout aimé le livre. Mais alors pourtant, je m'attendais à aimer quand même. Parce que j'ai vu vraiment beaucoup d'avis positifs et tout. Et du coup, je me demande un peu si j'ai lu la même chose que les autres. Parce que pour moi, c'est... Alors c'est pas forcément mauvais, nul, il n'y a rien à garder. Mais c'est pas
c'est pas une bonne histoire pour moi. Alors déjà, il y a toute la première partie qui se passe quand ils sont donc dans cette pièce, qui sont kidnappés par cet homme, qui est pour moi une partie, mais qui ne devrait pas être écrite en fait. Donc vous vous rendez bien compte de ce qui va se passer dans cette pièce, voilà, je vais pas le dire forcément, mais voilà, vous vous doutez bien de ce qui arrive quand on est kidnappé par un homme, voilà. Donc elle va subir des agressions, mais alors en fait, il y a un enchaînement de scènes hyper graphiques, enfin c'est vraiment c'est très graphique, et ça n'arrête pas quoi. On en a à la suite, à la suite, à la suite. Moi, je suis pas, je fais pas attention au trigger warning, tout ça, c'est pas des choses qui me heurtent. Il n'y a pas de sujet où je suis heurtée en lisant, donc c'est pas des choses qui me dérangent forcément. Mais là, on se demande l'intérêt d'écrire autant de scènes qui sont aussi violentes, parce que l'autrice aurait très bien pu écrire voilà, une scène d'agression pour qu'on comprenne ce qui se passe et voilà. Et ça suffisait, quoi. Avec une scène, on sait ce qui se passe par la suite. Et là, en fait, il y a un... Enfin voilà, les abus sont décrits à répétition, et ça fait moi, à un moment, je me suis demandé, mais pourquoi c'est écrit, quoi? Il y a un petit truc de voyeurisme, de pourquoi est-ce qu'on a besoin de lire ça autant, avec autant de détails et autant de fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a dérangé. Ça m'a vraiment dérangé. Et donc après, bon bah, c'est pas vraiment un spoil, parce que c'est assez rapide, en fait. Enfin, assez rapidement, ils sortent de cet endroit. Et donc c'est là qu'il va y avoir une romance qui va se développer entre les deux. Je n'ai pas compris l'intérêt du personnage de la sœur. Puisque donc, comme je disais, l'homme est le fiancé de sa sœur. Donc c'est entre eux que la romance va se créer. Donc le personnage de la sœur, déjà, a zéro profondeur. Est un personnage qui n'est pas crédible du tout, qui est à peine écrit. Et donc je ne comprends pas ce que ça rajoute, le fait d'avoir ce truc de ce mec est le fiancé de ma sœur. Puisque le personnage de la sœur est ridicule. Enfin, qui réagirait comme ça dans une situation pareille? La sœur est ridicule. Et en fait, la romance marchait, enfin, l'aspect dark romance marchait déjà en n'ayant que ce qu'ils ont vécu avant. Il n'y a pas besoin de créer en plus ce lien de c'est un interdit parce que c'est le fiancé de ma sœur. J'ai l'impression que c'est juste un prétexte pour rendre l'histoire encore plus taboue, mais je trouve que ça ne fonctionne pas, c'est mal exécuté. Quel est l'intérêt d'avoir ajouté ça? Pour moi, voilà, la romance fonctionnait enfin voilà, le côté dark romance fonctionnait déjà en ayant juste le fait que ce soit deux personnes qui se soient retrouvées ensemble et qui voilà, aient vécu des abus ensemble. Alors je peux pas tout dire parce que c'est pareil, ça spoil, mais je ne comprends pas. Et puis moi, le personnage masculin, alors j'ai pas aimé forcément non plus le personnage féminin, mais il y a des choses qui m'ont un peu choquée dans le développement de la relation, notamment lors des scènes intimes en fait entre le personnage féminin et le personnage masculin. Il y a des choses, des mots, des phrases que le personnage masculin dit qui doivent vachement la trigger par rapport à ce qu'elle a vécu. J'ai plus d'exemples comme ça, mais je sais que ça m'a choquée quand je lisais le livre. Et en fait, on se demande pourquoi lui dit des choses comme ça. En fait, il a aucun tact par rapport à ce qu'ils ont vécu, je trouve, surtout dans les scènes intimes, parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui se ressent forcément dans... Par contre, quand la relation se développe entre eux, voilà. Mais voilà. Après, oui, il y a des trucs positifs. C'est vrai que il y a des moments où ils prennent des décisions qui sont assez rares dans la romance. Pour être noté, il y a des moments où ils prennent des décisions qui sont quand même assez positives pour eux, pour se reconstruire, voilà, pour évoluer. Mais pour moi, c'est un non. Et je vous recommande, si le principe de base vous intéresse, l'histoire un peu dark romance, kidnappés ensemble, etc., je vous recommande le livre With You de Amélie Séastier, je crois que c'est ça, que j'avais lu il y a quand même quelques années, donc je sais pas si, voilà, moi dans mes souvenirs, il était quand même bien, qui part du même principe, en fait, deux jeunes qui se retrouvent ensemble, kidnappés ensemble, et là, c'est bien fait, quoi, il n'y a pas cette espèce de truc tabou en plus de le mec de ma sœur, voilà. Donc ça, c'était un bon livre que je vous recommande, au lieu de lire Still Beating. Après, voilà, Still Beating, c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était mauvais.
je comprends que ça puisse plaire à des gens, mais il y a quand même pour moi des trucs à questionner dans le livre que certaines personnes peut-être ne mettent pas assez en avant. Voilà. J'ai lu Hardcore Maternity, qui est écrit par deux femmes, Marga Castagno et Esther de la Rosa. C'est une BD, un peu BD roman graphique, qui parle de la maternité. C'est super drôle. En fait, c'est des petits sketchs, c'est pas une histoire qui se suit. Je sais pas si vous pouvez voir un peu les dessins. Moi, j'aime beaucoup. C'est hyper original. Mais voilà, c'est des petites scènes humoristiques qui parlent de la maternité. En gros, c'est une bande de copines dans la trentaine-quarantaine qui sont célibataires. Enfin, la plupart sont célibataires. Je sais pas si elles sont toutes célibataires et qui parlent de ce que ça fait d'être mère, de ce que ça fait d'être célibataire, de chercher un mec, voilà. C'est super drôle. Je pense que c'est un bon cadeau pour les mamans. Ça peut faire... je pense que ouais, c'est une bonne BD à offrir aux mamans. Je pense que ça peut les faire rire. Et franchement, c'est super drôle. Voilà, donc ça, je recommande. J'ai lu 1000 petits riens de Jodi Picou, qui là a été un de mes coups de cœur du mois. J'ai eu 2 coups de cœur ce mois-ci et ça en fait partie. Pour ce que ça raconte, dans ce livre-là, on va suivre une infirmière qui est afro-américaine, donc une infirmière noire, qui bosse dans un service comment on appelle ça, un service pédiatrique, voilà, où les enfants naissent, où les mamans accouchent, etc. Donc elle s'occupe de ça, des mamans et des bébés. Et un jour, dans son hôpital, un couple qui vient d'accueillir un bébé vont émettre la demande que cette infirmière ne s'approche pas de la maman et ne s'approche pas du bébé, qu'elle ne procure aucun soin à cette famille, puisqu'en fait, ce couple est un couple de suprémacistes blancs. Sauf que le bébé, en fait, leur bébé va décéder à l'hôpital et ils vont porter plainte en accusant cette infirmière d'être la responsable de la mort de leur bébé. On suit 3 points de vue, donc ça pour moi c'est un des points forts du roman, c'est qu'on suit à la fois l'infirmière, cette infirmière afro-américaine. Donc voilà, on a tout l'aspect qu'est-ce que ça veut dire d'être noire aux États-Unis, d'avoir grandi en tant que fille noire dans un monde blanc. Qu'est-ce que ça fait aussi d'être... Parce que c'est la seule infirmière afro-américaine de son service, donc qu'est-ce que ça fait d'être la seule aussi au travail à être une femme noire. Voilà. Et puis, on a aussi... donc le deuxième point de vue, ça va être le point de vue de son avocate, qui va la défendre pendant le procès, qui, elle, est une femme blanche, avec une vie plutôt basique. Elle a un mari, une petite fille... Voilà, c'est un point de vue qui est intéressant aussi parce que c'est une femme qui veut bien faire, qui voilà, se revendique comme non raciste, antiraciste, mais qui en fait comprend assez vite, elle comprend elle-même, hein, donc c'est un personnage qui est intéressant parce que elle comprend qu'elle participe aussi à faire, comment dire, à faire, oui, à faire perdurer ce système raciste, notamment tout le monde de la justice, puisqu'elle, comme elle est avocate, c'est ce monde-là un peu qu'elle va faire découvrir. Ça, c'est assez intéressant. Et le dernier personnage qu'on suit, le dernier point de vue, c'est le point de vue du père, donc du suprémaciste blanc. Et là, qui est encore une fois un point de vue hyper intéressant parce qu'il y a cette ambivalence dans le portrait entre un homme qui commet des choses absolument horribles, qui a des valeurs abjectes, voilà, mais qui est aussi un père, qui est un mari, qui vient de perdre son nouveau-né, qui est évidemment hyper affecté par ça. Et donc voilà, donc on a ces 3 personnages qu'on suit, et c'est hyper intéressant. J'ai trouvé que c'était assez bien fait. Après voilà, je suis pas noire, donc je suis pas forcément concernée par tout ce qui peut être dit, mais moi j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était intéressant, qu'en tout cas ça permettait de poser plein de questions et de lancer plein de discussions. Le seul petit point négatif, moi, que j'ai trouvé, c'est alors je sais plus si c'est le dernier chapitre ou si c'est un épilogue. Je crois que c'est un épilogue, mais je trouve que le livre était parfait sans cet épilogue et que ça vient un peu casser le côté réaliste de l'histoire. Je sais pas, je pense que l'autrice a voulu finir sur une note d'optimisme, un petit côté positif après le sujet lourd quoi, qui a été évoqué pendant tout
tout le livre. Mais pour moi, ça casse un peu le truc. Ça finit un peu en tout le monde est gentil, youpi, il faut pardonner, tout le monde évolue, tout le monde grandit. Et je suis pas sûre que, vu ce dont on parle avant dans le livre, je suis pas sûre que voilà, ce message de pardon et de déconstruction soit forcément valable dans ce cas-là. Voilà. Mais sinon, je recommande absolument. Je vais faire un avis un peu global parce que j'ai lu 3 tomes d'une même série. Je les ai pas non plus avec moi, je les ai aussi lus en numérique. J'ai lu la sélection, l'élite et l'élu, je crois que c'est ça les 3 titres. Donc en fait les 3 premiers tomes de l'univers La Sélection qui est écrit par Kiera Cass. Donc c'est une série hyper connue des années 2010-2015. Rapidement pour l'histoire, on est dans un monde qui est après le nôtre en fait, où il y a eu une espèce de, je crois qu'il y a eu une 3e et une 4e guerre mondiale, et les États-Unis ont fait une alliance avec toute l'Amérique du Sud et aussi avec toute l'Amérique du Nord, donc le Canada, etc. Et ils se sont regroupés sous un espèce de même pays. Et tout le pays est rangé par système un peu de caste. En fait, les classes sont numérotées, ça va de 2 à 8, sachant que plus on est vers le 8, plus on est pauvre et moins on a de ressources économiques, etc. Donc voilà pour ce qui est du système, un peu comment le système s'organise. Et dans tout ça, nous, on va suivre une jeune fille qui va faire partie de la sélection. Donc la sélection, c'est en gros, le prince doit trouver une femme, et donc ils font un espèce de tirage au sort dans chaque district. Enfin, je sais pas si vraiment comment on peut dire ça, mais chaque province, en gros, une jeune femme va être tirée au sort, et toutes ces filles, donc elles sont une trentaine, vont être amenées au château, et le prince doit en gros tomber amoureux, de l'une d'entre elles, et au fur et à mesure, voilà, il en élimine jusqu'à se rapprocher de celle qu'il aime le plus. J'ai bien aimé le tome 1, je trouvais que c'était sympa. Le tome 1, on suit ça, en gros, on suit le début de la sélection. Et moi, je pensais que le tome 1, on aurait le fin mot de la sélection, qu'on saurait qui choisit, etc. Mais en fait, les 3 tomes s'étalent sur la même sélection, donc c'est quand même... Alors j'allais dire c'est lent, mais les romans sont très très courts. Mais en gros, c'est limite, ça aurait pu être un seul livre. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai trouvé que c'était sympa, on a installé l'histoire, l'univers, donc forcément c'est cool de découvrir tout ça. Mais alors, plus on avançait, moins j'ai aimé. Donc le 2, pour moi, c'était neutre. J'ai ni aimé ni pas aimé. Et le 3, je n'ai pas aimé du tout. En fait, plus on avance, moins c'est bien écrit, je trouve. Je trouve qu'en fait, l'autrice, elle a eu plein d'idées sur le début, c'est cool, elle installe son univers et tout. Et puis plus on avance, moins c'est creusé, moins ça... J'ai l'impression qu'elle a du mal à avancer dans son truc. Il y a un espèce d'enjeu politique, parce qu'il y a une espèce de petite... il y a, voilà, il y a des groupes qui se rebellent, etc. Mais je trouve que c'est assez mal fait. On n'y croit pas trop. Les personnages, alors, il y a un espèce de triangle amoureux. Les personnages sont tous insupportables, mais vraiment tous insupportables. Donc j'étais pas attachée forcément à eux. Je trouve qu'en plus la fin est hyper décevante. Donc franchement, pour moi, c'est pas une saga que je porterai dans mon cœur du tout. Je sais qu'il y a 2 autres tomes après, un tome 4 et 5, mais qui sont sur une histoire différente dans le même univers, que je ne lirai pas du coup parce que ça m'a pas plus intéressé que ça. Après voilà, je pense que c'est aussi un livre qui date, c'est du young adulte, donc peut-être que si je l'avais lu ado, ça m'aurait plus plu. Là voilà, avec un regard d'adulte, je trouve que ça passe pas la lecture... voilà, ça passe pas une lecture adulte en tout cas. Donc voilà, pour cette saga, pas une grande réussite. J'en ai parlé, parce que là du coup c'est au début du mois, je crois que je les ai lus, donc ça remonte un petit peu, mais j'en ai plus parlé dans les weekly vlogs, donc si ça vous intéresse vraiment, là j'en parlais vraiment à chaud avec ma lecture, donc j'avais beaucoup plus de trucs à dire, mais voilà, c'était pas pour moi. Après ça, j'ai lu Il y a longtemps que je t'aime de Marie Spénal, qui est donc un roman graphique que j'ai pas du tout aimé. Chose assez rare, parce qu'en général, je suis assez bon public sur les romans graphiques, comme c'est des lectures assez rapides et tout ça, c'est rare que vraiment j'aime pas, mais là j'ai pas du tout aimé. Je vous montre un peu les dessins, parce que voilà, ce que je voulais dire justement, c'était que ce que je vais y arriver. C'est hyper coloré. Le point positif justement de cette lecture, ça a été les dessins
Enfin, surtout les couleurs, parce que les couleurs sont super sympas. C'est très fluo. La palette de couleurs est super sympa et tout. Mais l'histoire, je n'ai pas aimé. Donc, on suit une femme assez âgée, qui, à la suite d'un naufrage, se retrouve sur une île déserte, on va dire, et elle rencontre un jeune homme qui, visiblement, vit sur cette île euh, et qui parle pas sa langue. Et donc, pendant tout le livre, elle s'adresse à son mari, elle pense à son mari, elle réfléchit en fait à leur vie de couple, à ce qu'ils ont vécu, à l'amour, l'attachement, etc. Et en même temps, elle développe une relation avec ce jeune homme. Et moi, justement, c'est ce qui m'a dérangée, c'est que j'ai trouvé que la relation était... je sais pas, j'ai pas aimé la relation que cette femme développe avec ce jeune homme. Il y a la question de l'âge déjà que je trouve qui est pas abordée du tout. Le fait qu'elle soit quand même dans une position... ils sont pas du tout d'égal à égal, enfin la relation est pas du tout égalitaire. Voilà, elle c'est une femme qui débarque sur l'île de ce jeune homme et puis c'est elle qui lui parle constamment dans sa langue et lui bah, évidemment ne comprend pas. Et puis elle a cette image un peu... la manière dont elle le voit, c'est vraiment des images un peu... c'est le discours du... il porte pas de chaussures, il porte pas de vêtements, donc il est libre, donc il me fait penser que moi-même je pourrais être libre. Euh, c'est assez bateau pour moi dans ce qui est raconté dans le texte. Non, je suis assez déçue. Ouais, assez déçue, parce qu'en général j'aime quand même les BD que je sélectionne. Pareil, il y a une... En fait, leur relation entre eux est quand même purement sexuelle. Il n'y a pas grand-chose d'autre, puisqu'évidemment ils parlent pas la même langue, donc ils peuvent pas trop échanger sur autre chose. Euh, Je sais pas, et j'ai été voir un peu sur internet après, et j'ai lu que c'était censé être une réflexion sur l'âge, vieillir, etc. Je trouve que ça n'aide pas à la compréhension, je trouve que le message est encore plus bizarre en sachant ça, parce que voilà quoi, elle se sert en fait d'un jeune homme pour... je sais même pas pourquoi, pour essayer de découvrir... dans une, je sais pas, une espèce de quête sexuelle, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris, je crois. J'ai pas aimé, j'ai pas compris. Euh, ouais, assez déçu. Il y a un petit twist à la fin qui est sympa. Si vraiment faut trouver des points positifs. Mais voilà, pareil, c'était pas pour moi, je le recommande pas forcément. Je pense qu'il y a plein de romans graphiques sur les mêmes sujets qui sont bien meilleurs que ça. Donc voilà. Ensuite, encore un roman graphique, puisque j'ai lu Germaine Cellier, L'audace d'une parfumeuse, qui est écrit par Béatrice Eguemard, je sais pas comment on dit, et qui est dessiné par Sandrine Revel. Donc, qui raconte l'histoire de... C'est une histoire vraie, hein, de Germaine Cellier, qui est une parfumeuse qui a fait beaucoup de parfums. Alors, apparemment très connue, moi j'y connais rien, donc je connaissais pas ces parfums-là, mais qui a fait des parfums connus pour des grands créateurs de mode notamment. Et, euh, et voilà, en gros, qui a eu une influence en tout cas dans le monde de la parfumerie, puisque c'est une femme qui a un peu bouleversé, je crois, si j'ai bien compris, qui a un peu bouleversé la manière dont on concevait les parfums et aussi surtout les dosages en fait des ingrédients. Je sais pas trop, j'ai pas trop les termes, mais du dosage des ingrédients qu'on mettait dans les parfums. Elle faisait des choses un peu originales qui n'avaient pas été trop faites avant. Et bah c'était une super BD, assez étonnamment puisque j'y connais rien, le sujet m'intéresse pas forcément, mais j'ai trouvé ça super. Alors les dessins aident beaucoup parce que les dessins sont... Enfin moi je trouve que les dessins sont très très beaux. Ça donne quelques infos sur le monde de la parfumerie, c'est hyper accessible, hein. Moi j'y connais rien et j'ai tout compris. Et puis c'est intéressant de suivre, c'est toujours intéressant de toute façon de lire l'histoire d'une femme qu'on ne connaît pas, une femme qui a marqué son temps. C'est aussi intéressant parce que ça parle voilà, d'une époque où évidemment bah, les hommes étaient majoritaires dans ce domaine, donc elle a dû se faire une place. Ça parle aussi de la guerre, hein, ça se passe pendant les guerres aussi notamment. Donc voilà, j'ai
beaucoup aimé, je le recommande vraiment, que le sujet vous intéresse ou pas forcément, vraiment juste pour lire voilà, l'histoire d'une femme importante. C'était super intéressant. Voilà, le seul petit défaut, c'est que je trouve que peut-être que c'est un peu rapide. Voilà, j'aurais pas été contre une centaine de pages de plus, parce que c'est vrai que même sur la fin de sa vie, on va assez vite et moi j'en aurais bien eu un peu plus que ça. Après ça, j'ai lu The Golden Raven de Nora Sakavic. Là, c'est compliqué d'en parler parce que c'est un tome 5. Ça fait partie de la saga All for the Game, qui est juste là. Donc voilà, c'est un tome 5, donc c'est compliqué d'en parler. Je peux pas trop vous faire de résumé, mais en gros, pour ce dont la saga de base parle, c'est un peu compliqué. Il y a du sport, il y a des histoires un peu de mafia, il y a un peu de romance, mais alors c'est du très 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 slow burn. Si vous voulez lire vraiment un slow burn, vraiment très très slow, vous allez être torturé par ces livres-là. C'est du MM à chaque fois. Voilà, en gros, je peux pas trop en dire plus. J'ai beaucoup aimé encore une fois ce tome-là, même si j'ai eu du mal au début. Voilà, au début j'ai trouvé que ça avait du mal à avancer, mais après j'ai adoré, j'adore la manière dont elle développe ses personnages. Euh, c'est des histoires qui sont quand même très tristes parce qu'il y a beaucoup de traumas, de choses comme ça, de passés difficiles, mais en même temps c'est des livres qui font du bien parce que euh, je sais pas, la manière dont les personnages échangent entre eux, grandissent, arrivent à se guérir est hyper réconfortante. Même si c'est encore une fois, hein, ce que je dis, c'est très triste comme histoire à chaque fois. Et puis il y a ce truc, je trouve que c'est peut-être celui dans lequel ça se voit le plus. Ces personnages secondaires il y a plein de personnages hyper différents, que ce soit sur la sexualité, le genre, les origines, voilà, la religion et tout. Et, tout. Et c'est fait très naturellement. On n'en fait pas le sujet ou le trait de personnalité principal d'un personnage. Ils ont d'autres choses à raconter, d'autres choses à dire, mais il y a ce côté un peu... Ouais, je sais pas, moi je trouve ça réconfortant de voir plein de personnages comme ça, parce que c'est des personnages qu'on voit pas beaucoup dans d'autres romans. Et, et voilà. Donc c'est un livre que je recommande, même si voilà, il faut lire les autres avant. Là, c'est en anglais. Moi, je les lis en anglais. Je crois qu'ils sont traduits chez MXM Bookmark. Je sais plus si c'est MXM Bookmark. Ils avaient changé de nom. C'est peut-être que Bookmark maintenant. Et ils sont traduits sous le nom... Enfin, le nom de la saga, c'est Une équipe de marginaux. Je sais pas ce que vaut la traduction. J'avoue que j'avais un peu peur de la traduction. Il y a des livres comme ça où je me dis que si on peut lire en VO, vaut mieux lire en VO. Donc moi, je l'ai lu en anglais. Avant-dernière lecture de ce mois-ci, et je suis trop contente de vous parler de ce livre parce que c'était un gros coup de cœur. Donc nos constellations de Florence Quentin, qui est publié chez Roman Didier Jeunesse, que j'ai adoré. Et ça, c'est vraiment le genre de livre que tout le monde peut lire, qu'on aime la lecture ou pas. C'est un livre qui est génial. Donc ça parle de deux jeunes hommes, deux jeunes garçons qui ont 17-18 ans, qui se sont connus un été. Donc un habite à Paris, un habite dans le sud. Lui qui habite à Paris est venu un été chez sa famille qui habite dans le sud, dans le même village que l'autre jeune homme du coup. Et ils se sont rencontrés voilà, comme ça quand ils avaient une dizaine d'années. Et donc ils ont passé un été ensemble, un été qui a été quand même hyper important pour l'un comme pour l'autre. Puisque voilà, ils ont créé un lien quand même très très fort. Et en fait, ils se sont complètement perdus de vue. Euh, voilà, quand un des deux est retourné à Paris, ils ont complètement perdu le lien. Et en fait, nous, on est au moment où ils ont 17 ans et que donc Maxence, celui qui vient de Paris, revient dans le village. Genre, je vous dis pas trop pourquoi il est revenu parce que, même si c'est pas vraiment un spoil, parce que ça arrive très rapidement, mais il revient dans le sud, dans ce village. Et donc, il va retrouver Aurélien, le garçon qu'il avait connu quand il avait une dizaine d'années. Et voilà, voilà, ils vont se retrouver. C'était une super lecture. Je trouve que c'est très très bien écrit. Enfin, pour moi, le roman, c'est un sans faute. L'écriture est très très belle. C'est simple, c'est impactant, mais c'est quand même très beau. Ça m'a fait penser un peu dans la manière
dont c'est écrit, mais aussi dans les personnages, la manière dont ils sont faits, ce qu'ils traversent. À la trilogie de Arnaud Catherine, mais je sais plus le nom, je crois que c'est la trilogie où il y a Octave, Romance, je crois que c'est ça, le Romance, peut-être le premier tome. Ça m'a fait penser un peu à ça. Et puis voilà, il y a cette ambiance, ça se passe l'été dans un petit village du sud. Les personnages secondaires sont géniaux. Vraiment, il y a plein d'autres personnages que ces deux jeunes-là, et c'est vraiment c'est une petite famille, c'est un doudou. Le livre, vraiment, c'est hyper réconfortant, même si, et c'est aussi ce qui est bien, mais il aborde plein de sujets quand même difficiles. Hein, voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que je trouve que c'est mieux de le découvrir comme ça, mais il y a pas mal de sujets difficiles qui sont abordés. Honnêtement, moi j'ai pleuré pendant, je pense, 70% de ma lecture. Mais c'est pas un livre qui est fait pour faire pleurer. C'est très tendre, c'est la manière dont la relation est écrite, et aussi dont les personnages sont écrits individuellement. Je trouve que, je sais pas, il y a une bienveillance. On voit que l'autrice, elle aime ses personnages et ouais, qu'elle les aime, quoi, qu'elle a vraiment bossé tous ses personnages, même les personnages secondaires. Donc ça, je recommande à tout le monde. Que vous ayez l'habitude de lire des romances MM ou pas, que vous aimiez lire ou pas, je pense que c'est une très bonne lecture. Et c'est une lecture qui peut se lire assez jeune. De toute façon, c'est vendu en jeunesse. Parce que je pense que pour les ados, c'est une super. Enfin, c'est un bon livre à lire quand on est ado et qu'on se pose plein de questions. Qu'on se pose plein de questions sur soi-même. Donc, on arrive à ma dernière lecture du mois. Que je n'ai pas en physique, puisque j'ai aussi lu en numérique, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire parce que il y a une partie de moi qui ne veut même pas en parler, tellement c'était mauvais. Mais en même temps, je pense que c'est important d'en parler pour dire, quoi, pour prévenir de ce qui se passe dans ce livre et de ce qui a été écrit. Donc j'ai lu, le dernier roman que j'ai lu de ce mois-ci, c'est Époque de Laura Poggioli, qui est l'autrice de Trois sœurs, que j'avais lu moi l'année dernière, je crois, qui avait été une de mes meilleures lectures de l'année. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais voulu lire Époque, parce que j'avais adoré Trois sœurs, donc je m'étais dit que c'était une autrice que j'allais suivre, voilà, dont j'allais suivre les parutions. Donc Époque, c'est donc son deuxième roman, qui parle d'une jeune femme, étudiante en psychologie, en master je crois, et qui se retrouve à l'hôpital pour faire un stage dans une unité qui traite les addictions des adolescents et des enfants, et notamment les addictions aux écrans et aux réseaux sociaux. Voilà, pour le pitch de base. À côté de ça, l'autrice... enfin, voilà, le lapsus révélateur. Le personnage raconte aussi une histoire qui lui est arrivée quelques années avant, quand elle a trompé son mari avec un médecin qui s'est révélé après être un pervers narcissique, manipulateur, qui l'a harcelé pendant des mois, voire des années. Voilà. Et alors déjà, d'entrée de jeu, c'est un livre que je déconseille, c'est un livre que je ne donnez pas votre argent à ça. C'est au-delà d'être mauvais, je trouve que le livre n'est pas bon de manière assez le plus objectif possible. Je trouve que déjà le livre n'est pas bon, mais en plus il est d'une condescendance, d'un jugement, horrible. J'ai détesté ma lecture. J'ai fini par lire en accéléré parce que je voulais quand même le finir pour voir jusqu'où l'autrice allait, donc je lisais vraiment en diagonale. Mais c'est une catastrophe. J'en ai parlé dans le dernier weekly vlog, donc avis un peu à chaud, etc. N'hésitez pas à aller le voir parce que j'ai déjà abordé beaucoup d'éléments. Là, j'ai pas envie d'en parler pendant 20 minutes parce que c'est vraiment un livre qui m'a saoulée. J'ai repris ma Kindle pour, voilà, pour illustrer des passages, ce dont je vais vous parler rapidement, mais pour faire assez succinct, parce que voilà, comme je disais, j'ai pas envie de m'étaler. En fait, l'autrice, c'est un livre qui parle d'elle. Voilà, elle a envie de parler d'elle, elle veut raconter une histoire personnelle qui n'a aucun rapport avec le pitch de base, donc je ne comprends pas pourquoi elle raconte ça. Ce qu'on nous vend de base, de toute façon, est assez, enfin, j'allais dire quasi inexistant, non, mais est en fait assez mal exécuté. Finalement, on en parle peu de ces addictions aux écrans, de ces jeunes, de ces adolescents, de ce qui les fait souffrir.
c'est mal fait. L'autrice est hyper culpabilisante, jugeante envers les parents, notamment les parents de classe populaire, de classe défavorisée. Enfin vraiment, vous lisez le livre d'une bourgeoise qui éduque ses gamins comme des bourgeois et qui n'a aucune connaissance sociologique, aucune remise en question de ses privilèges et des différences économiques, sociales, intellectuelles, culturelles qui peuvent exister. C'est enfin vraiment, c'est le livre d'une petite privilégiée qui découvre qu'il y a des pauvres, quoi. Et ce que vivent les pauvres. Mais en fait, c'est tellement cliché ce qui est écrit qu'on a du mal à croire que ce soit des choses qu'elle a pu vraiment observer, parce que l'autrice nous dit qu'elle a observé dans un hôpital. Et en tout cas, si elle a vraiment observé ce qu'elle raconte, c'est écrit avec un tel détachement, euh, avec tellement peu de bienveillance, d'empathie, qu'on se demande ce qu'elle est allée faire, franchement, à aller observer dans un hôpital, euh, si elle est si peu empathique, si peu bienveillante envers les patients et les gens, quoi. Il y a des phrases qui, pour moi, sont choquantes, qui sont... voilà, qui n'ont pas lieu d'être. Je suis en train de voir, mais par exemple, elle parle... Alors, en fait, c'est un... Je sais pas, c'est un espèce de faire-valoir, ce texte, quoi. Elle a envie de parler d'elle, de montrer elle éduque bien ses enfants, qu'elle apprend le russe à ses enfants, qui font de l'équitation, que elle, quand elle était petite, elle jouait pas à la moto, mais qu'elle lisait Brontë et Orwell à 10 ans. Super, on est content. Euh, et notamment, elle dit à un moment qu'elle a été diagnostiquée à l'âge adulte, je crois, qu'elle a été diagnostiquée en tant que HPI. Et elle nous dit quand même je crois que je préférais quand la thématique était méconnue. Moi-même, j'avais attendu 30 ans pour mettre le doigt dessus. Donc en fait, tout avant, ce qu'elle nous raconte, c'est que, eh ben, en gros, ça la saoule que tout le monde se fasse du faux diagnostic HPI, ce que je peux comprendre, et qu'elle préférait, limite, que ce soit pas connu, parce qu'elle, elle a attendu 30 ans, donc pourquoi les gens... Enfin, c'est un peu ça, quoi, l'attitude, c'est moi, j'ai attendu 30 ans pour être diagnostiqué, donc pourquoi vous seriez diagnostiqué, je sais pas, plus rapidement, etc. Donc je comprends pas ce truc. Si toi-même tu as vécu l'errance médicale, tu as vécu ce que c'est de ne pas être diagnostiqué, comment tu peux dire que tu préférais que ce soit un sujet méconnu? Euh, je pense que même si c'est vrai, il y a des gens qui s'auto-diagnostiquent, il y a des faux diagnostics, etc. euh, je pense en tant que gens, en tant que personnes qui sont diagnostiquées de certaines choses, euh, on préfère que enfin, moi, en tout cas, je préfère qu'il y ait des gens qui peut-être s'inventent un diagnostic, mais que du coup, on en parle plus et que les médecins, les psychiatres, les psychologues soient plus à même de le déceler chez leurs patients que de vouloir garder ça, quoi. Et qu'on n'en parle pas et que du coup, des gens vivent la même chose que ce qu'on a pu vivre, l'errance médicale, d'être dans l'attente d'un diagnostic, de pas comprendre ce qu'on vit, de pas... Je ne comprends pas cette posture égoïste, en fait, qu'elle a. Mais voilà, c'est un peu ce qu'elle fait dans tout le livre. Voilà, on bascule, c'est du n'importe quoi. Elle essaye d'aborder toutes les déviances, enfin, tous les problèmes d'Internet, mais en même temps, elle le fait très mal, on n'y croit pas une seconde. Enfin voilà, et puis c'est un peu, elle se compare constamment aux patients ou aux personnes qui sont accros aux réseaux sociaux et elle nous dit que elle est abonnée uniquement à des comptes littéraires, psychologistes, féministes, très loin voilà de ce que les ados peuvent suivre. Et ben c'est super, encore une fois on est content pour elle et donc voilà, donc allez voir le vlog si vous voulez plus d'infos. C'est un désastre ce livre, ça ne doit pas être lu, ça n'aurait pas dû être édité. Euh, Est-ce que ça m'étonne? Non, parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui pensent ça, qui voilà, mais je suis quand même un peu choquée parce que j'avais beaucoup aimé son livre précédent, donc je me dis mais qu'est-ce que j'ai loupé dans le livre précédent pour que là son discours me choque autant? Parce qu'en fait c'est le discours de l'autrice, c'est qu'à un moment on voit bien que le personnage de Lara est un espèce d'alter ego, c'est elle en fait dont elle parle, c'est juste qu'elle veut pas dire je, mais c'est elle dont elle parle, et donc c'est questionnant quand même ce qu'elle raconte, parce qu'on se dit bah c'est ce que l'autrice pense quoi. Donc moi c'est fini, je ne relirai pas de livre de Laura Poggioli, c'est voilà, je pensais que ce serait une autrice que je suivrais assidûment, et voilà, c'est fini pour moi, ne donnez pas d'argent, n'achetez pas ce livre.
Et pour le petit mot de la fin quand même, qui m'a fait un peu rire. Un moment, elle nous dit dans son livre, vers la fin de son livre, même si on ne pouvait pas charger les écrans de tous les mots et passer son temps à répéter que c'était mieux avant. Et alors j'ai écrit, quelle ironie, puisque c'est exactement ce qu'elle fait dans tout son livre. Voilà, donc en gros, si vous avez envie de lire le livre d'une bourgeoise hautaine, condescendante, jugeante, culpabilisante, qui passe son temps comme une grosse boumeuse à dire que c'était mieux avant, que Internet c'est le mal, que les ados sont débiles, allez-y. Sinon, passez votre chemin, je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Et puis voilà. Pas la meilleure manière de finir ce bilan lecture, mais j'ai eu quand même de très bonnes lectures, donc je suis contente, mais juste ce livre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi catastrophique. Et voilà, comme je l'ai dit dans mon vlog, je pense que c'est une de mes pires lectures de ma vie de lectrice. Et en général, j'ai pas de souvenir de livre encore pire que celui-là. Donc passez votre chemin. Je vous ai recommandé plein d'autres livres dans ce vlog. Ne vous concentrez pas sur le négatif de la fin. Il y a plein de trucs chouettes à lire. Donc voilà, je vous souhaite des bonnes lectures. Et puis je vous dis au mois prochain pour un nouveau bilan lecture.